L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de l'Apport Collectif. Après une pause estivale bien méritée, nous sommes heureux de reprendre nos activités et de vous offrir une nouvelle série de 10 épisodes qui mettront en lumière des enjeux importants, des perspectives variées et des réflexions constructives de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'aurai le plaisir d'animer ces échanges tout au long de cette nouvelle saison qui s'annonce des plus enrichissantes. Pour ce premier épisode, nous sommes heureux du retour de Maggie Couture. Maggie œuvre dans le milieu de la gestion de la chaîne d'approvisionnement depuis plus de 30 ans et occupe depuis 2020 le poste de directrice de la chaîne logistique au sein du service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal. Retour aussi d'Alain Dubé. Alain détient une expérience de plus de 35 ans dans la chaîne d'approvisionnement et en gestion de la logistique, dont entre autres dans le réseau de la santé et dans le secteur manufacturier. Alain est chef de service gestion contractuelle et approvisionnement à Urgence Santé depuis 2019. Et Nancy Beauchemin, nouvelle collaboratrice à l'Apport Collectif, Nancy est présidente et consultante de l'entreprise Expert Conseil Inc. et détient plus de 25 années d'expérience en réseau de la santé et plus précisément dans le domaine des achats, de la logistique et en implantation de systèmes ERP. Bienvenue dans l'équipe Nancy. Mesdames et messieurs, nos trois panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Panélistes, merci d'être avec nous pour le lancement de cette deuxième saison et sans plus tarder, commençons notre discussion. Face aux défis reliés aux pressions budgétaires, la rareté de la main-d'œuvre et le délai d'approvisionnement pouvant causer entre autres de la frustration chez nos requérants, la mise en place d'un magasin centralisé et l'automatisation du réapprovisionnement représentent des leviers puissants pour gagner en efficacité. Mais comment transformer ces concepts en réalité opérationnelle dans le secteur public et municipal? Panélistes, comment la centralisation et l'automatisation peuvent répondre à ces défis? Comme première question, quels sont les principaux facteurs de succès, mais aussi quels sont les défis lors de l'implantation d'un magasin centralisé dans une organisation? Qui est prêt à commencer la discussion? Moi, je vais me lancer comme toute nouvelle, je vais casser la glace. Alors, dans les défis, premier élément, le plus important, c'est la mise en place de l'entrepôt. Donc, il y a vraiment des ressources importantes à investir au départ. Donc, c'est tout ce qui est l'infrastructure, l'automatisation, les achats d'équipements, technologie. Puis préalablement faire un bon business case pour que ton projet soit acceptable. Donc ça, c'est le défi le plus important pour initier ton projet. Puis après, quand on tombe un petit peu plus dans l'opérationnel, si on veut, là, il y a vraiment une complexité de l'intégration complète de la logistique, de la gestion de la demande jusqu'à la livraison à la porte. Donc, il faut vraiment penser à intégrer les heures de tombée des demandeurs, les demandes qu'ils doivent faire, l'automatisation de la demande de départ. Après ça, l'automatisation des réapprovisionnements. Après ça, on va tomber dans l'automatisation des commandes, donc le lancement automatique de commandes. Et il faut jumeler ça. C'est toute une séquence d'activités aussi. Donc, le lancement de la commande. Puis après ça, il faut aussi planifier ça avec les horaires de livraison des fournisseurs à ton entrepôt. Et ensuite, l'horaire de livraison, mais de ton transport interne vers tes sites. Donc, c'est vraiment l'intégration de toutes ces activités-là ensemble qui
amène vraiment une complexité supérieure. Dans les éléments aussi qui est pas à négliger, il y a un défi puis pour lequel il faut vraiment ben là, on va avoir un entrepôt. Donc si, il y a des aléas, il faut, trouver des plans B. Donc, on parle de plan de contingence, de mitigation. Non, en effet, c'est pas évident. Puis, juste comme tu mentionnais, juste au départ, de faire passer ton projet, d'avoir les bonnes données, d'avoir les bons chiffres, puis au point de vue politique, de pouvoir le faire passer. Déjà, là, ça, c'est tout un défi. C'est le premier défi. Je vous dirais après, il y a toute la complexité de l'intégration de la logistique. Donc, il y a une séquence d'activités à considérer, soit le demandeur, quand est-ce qu'il passe sa commande, quand est-ce qu'on réapprovisionne les magasins, quand est-ce qu'on passe les commandes, qu'on reçoit la marchandise et qu'on relivre par la suite. C'est toute une séquence d'activités qu'on doit synchroniser pour arriver à ce que ça arrive au bon moment. Donc, ça aussi, là, c'est une complexité qui est vraiment supérieure à avoir plein de magasins satellites ou différents sites, puis que chacun fait un peu comme il veut. Il y a un élément important aussi à tenir compte, c'est vraiment le fait d'avoir un seul site. Il y a un niveau de risque beaucoup plus important. Donc, si on a un problème sur le site central, un feu, une panne d'électricité, ça risque d'impacter toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut avoir des plans de contingence et de mitigation très solides pour arriver à contrer ces risques-là. Ce qu'on résume majoritairement, si on résume ce que Nancy vient de dire majoritairement, c'est l'analyse des besoins aussi qui est importante en partant. Parce que quand vous montez votre plan, quand vous préparez votre plan, vous devez vous assurer de votre bien diagnostiquer, bien cartographier toute votre chaîne d'approvisionnement pour bien comprendre où sont les impacts. Monter un magasin centralisé peut être une solution. C'est pas nécessairement la solution à tous les biens ou à tous les maux. Si vous prenez pas le temps de faire un bon diagnostic, vous pouvez. L'autre chose que, comme on parlait de magasin satellite tantôt, l'autre chose aussi, vous avez une grosse ouvrage de vente, de marketing que vous allez devoir faire malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui vont devoir faire un deuil, de ne plus avoir leurs petits produits à côté d'eux autres et de dire que ça va fonctionner. Vous devez convaincre ces gens-là, trouver qui sont vos plus grands sceptiques et les convaincre en partant parce que le succès du processus en tant que tel va aller là. On n'a pas le choix. Donc, quelque part, il y a des économies à faire, des économies de coûts, puis on a tous dans des milieux où qu'on a des coupures de budget, où qu'on a des réductions de dépenses. Donc, on n'a pas le choix de s'en aller vers là, de trouver des solutions. Puis, un entrepôt est une solution, mais il faut prendre le temps de regarder peut-être ces 2 entrepôts centralisés. Est-ce que vous faites un entrepôt dans le à la grandeur du Québec pour le service de santé ou est-ce que vous en faites un à l'est, un à l'ouest selon les régions? C'est ce qu'il faut regarder. Il faut prendre un temps de faire un très bon diagnostic de ce côté-là avant de partir. Puis, comme je disais tantôt, ne pas oublier la job de vente que vous devez faire à tous les gens parce que les sites satellites, dépendamment qu'on veut les appeler, les gens qui ont des entrepôts centralisés dans leur CIUS, leur CIS, dans leur municipalité, dans leur show. Eux autres, demain matin, vont dire hey, il va falloir que maintenant que je fasse faire à la MRC. C'est la MRC qui va envoyer mon stock. Pas prêt à ça nécessairement. Là. Donc, il faut aller vendre justement, c'est quoi les avantages, c'est quoi le but qu'on doit faire ça, de faire des économies, comme je disais, c'est une des raisons principales, mais de l'optimisation, d'être plus efficace, c'est ce qu'on fait, avoir moins de SKU, avoir moins de produits, de réduire. Donc, je pense que c'est important de le faire, de prendre le temps de bien faire cette analyse de besoins-là, puis de préparer justement notre pitch de marketing. Il y a vraiment un programme de marketing qu'on doit faire pour vendre justement cette idée-là aux autres des gens, dans les autres organisations qui font partie de du regroupement d'entrepôts. Je vais faire du pouce aussi, Alain, sur ce que tu dis, parce que justement, moi, dans la centralisation, c'est une chose, mais revoir le réseau de distribution, c'est une coche. On monte de 50 000 pieds et on regarde l'ensemble de la distribution qu'on doit faire, à qui
quand, et c'est là qu'on doit, après ça, comme tu dis, aller convaincre. Moi, je vais parler du projet qu'on est en train de réaliser. On est en train de revoir l'ensemble de la distribution des pièces mécaniques sur l'ensemble de l'île de Montréal. On parle de 22 points de service, 23 000 pièces. C'est énorme et c'est partout sur le territoire. Le plus gros enjeu que moi j'ai connu et le plus grand défi, ça a été d'obtenir le financement pour ce projet-là, convaincre les gens que c'est une bonne idée, qu'on va vraiment tirer des bénéfices, puis aller au front pour faire valoir le bénéfice de la chaîne logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Juste ça, c'est 50 % de l'effort du projet au début, dans la première année. C'est très, très difficile. Après ça, bien évidemment, il faut convaincre toutes les parties prenantes, les gens qui vont l'utiliser, cette chaîne-là. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec l'utiliser? Comment on va revoir notre réseau? Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Comment on va aller vers eux pour leur dire, fais-nous confiance, là, tu vas voir, ça va aller mieux après. Pendant un petit bout, ça va être difficile, après ça, ça va être mieux. Comment on va être capable de mieux gérer notre stock? Et ça va au-delà de la centralisation. Ça va même à la réorganisation complète du réseau. Comme tu disais, Alain, que ce soit un magasin central comme un entrepôt central. Nous, dans notre cas, on a un entrepôt, on a des satellites aux 4 coins de l'île de Montréal et on a des réserves locales qui desservent différents clients. Donc, il faut revoir ce réseau-là en fonction de ça. Mais le financement et obtenir l'équipe pour gérer le projet, aider le projet, ça a été pour moi le plus grand défi. Mais c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu, après ça, mobiliser davantage l'équipe parce que tout à coup, c'est devenu une satisfaction, mais surtout une grande fierté d'avoir obtenu ce financement-là qui est si rare dans des périodes où on est dans des modes un peu restreints financièrement. Alors, on se dit, on a la confiance, il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, ça devient un projet extrêmement mobilisant pour la suite. Fait que pour moi, c'est le facteur de succès, c'est la mobilisation. Puis le plus grand défi, là, c'est vraiment la mobilisation, le financement. Les jobs qu'on a dans ta mobilisation, j'imagine, tu as dû parler d'optimisation de tes stocks, d'avoir moins de stocks, d'être plus rentable, de la réduction des coûts parce que tu optimisais tes stocks probablement. Il y a l'amélioration de la fiabilité. Si tu as une meilleure vision parce que tout est regroupé dans un seul endroit, tu as des chances d'en manquer moins. Tout ça, ça fait partie du plan de marketing que j'imagine que tu avais, que tu as monté, que tu as travaillé dessus pour pouvoir le vendre. C'est vraiment un job de vente qu'on doit faire de ce côté-là si on y croit et si on veut le faire. Mais il ne faut pas oublier l'analyse des besoins qu'on parlait tantôt. Moi aussi, on doit parler de rapidité. Tu sais, mettons, tu as un magasin central, tu stockes, tu es comme un wholesaler, tu deviens un grossiste, donc tu as de la marchandise en stock pour tes clients à l'interne. Au lieu que tu places des petites commandes chez tes fournisseurs, ça prend du temps à arriver, tu as du stock dans ton entrepôt. Il faut juste analyser qu'est-ce qu'il te faut dans ton entrepôt, dans ton magasin central, mais tu vas être capable de desservir rapidement ta clientèle. Si on prend Amazon, là, on va prendre un exemple Amazon. Amazon pour avoir un super de gros entrepôt dans le milieu des États-Unis, puis livrer la grandeur du monde à partir de là. Amazon crée des entrepôts principaux dans des régions. Il y en avait à Montréal avant qu'ils les ferment. Ils sont en train d'ouvrir Ottawa présentement. Pourquoi? Parce que les délais de livraison sont importants aussi. Donc, c'est des choses que tu dois regarder. Si ça te prend 3 jours à envoyer ton produit parce qu'il faut que tu l'envoies loin, peut-être que ça te prend un entrepôt mitoyen quelque part pour accélérer les délais. Parce que si tu veux que ça fonctionne, le gars, il peut pas, ou la personne qui fait la commande ne peut pas dire ça va me prendre 3 fois plus de temps. Tu ne gagneras pas. Il faut que tout devienne transparent, facile et transparent dans ce que tu vas amener. Puis c'est pour ça, justement, comme disait Maggie puis disait Nancy tantôt, c'est que quelque part, il faut prendre le temps de parler aux gens, il faut prendre le temps de regarder, puis de regarder c'est quoi les besoins exactement. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, Alain, regarder le besoin, faut sortir un peu de la boîte, puis peut-être pas juste penser d'entrepôt centralisé. Au CHUC à Québec, ce qui est intéressant, ils ont fait ce qu'ils appellent une plateforme clinico-logistique. Donc, ils ont profité du réseau de distribution pour mutualiser les activités d'entreposage, les activités au niveau de la centralisation, mais pour l'alimentaire, distribuer des plats qui étaient déjà préparés dans cette même espace-là. Et il y avait aussi la pharmacie. Donc, ils ont centralisé leur pharmacie. Donc, ils profitaient vraiment du réseau de distribution. Ils ont sorti toutes ces activités-là
des hôpitaux pour amener ça dans un coût espace carré moins cher, puis on profitait du réseau de distribution pour redistribuer justement toutes ces fournitures-là à travers les différents sites du CHUC. Il faut peut-être même aller un petit peu plus loin quand on a ces opportunités-là pour avoir les leviers de financement pour un projet, même des fois un peu plus gros. Là. Souvent, quand on peut l'analyser plus gros, comme tu as dit, l'idée est super bonne, puis tu peux amener des économies. Plus tu vas grossir indirectement, plus tu vas avoir d'économies d'échelle, plus tu peux avoir des avantages, justement, à justifier monétairement ton projet, puis de l'amener de ce côté-là. Donc, ça peut être intéressant aussi, puis comme tu as dit, je suis 100% d'accord avec toi. Si tu ne prends pas le temps de reculer 2 minutes, puis tu ne prends pas le temps de regarder où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux faire? Le même camion qui va porter le linge peut aller porter la nourriture, peut aller porter, puis c'est le même camion. Là. Donc, tu as des économies à faire, puis tu as des gains en efficacité potentiellement aussi. En termes de duplication des efforts, est-ce qu'un magasin centralisé va supporter une réduction de l'effort à mettre en logistique? Parce que là, c'est ça, un magasin centralisé stocke beaucoup de marchandises. Encore une fois, les requérants, ils doivent s'alimenter au magasin central. Ça leur facilite la vie. Est-ce qu'on peut analyser dans le business case que vous avez mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on peut mentionner une réduction des efforts dans le processus de réapprovisionnement? Ben, je pense qu'il faut faire attention. Quand tu dis qu'il va supporter beaucoup de marchandises, il va potentiellement supporter le même nombre de SKU que tous les magasins supportent. La seule différence que tu vas avoir, c'est que tu vas les garder au lieu d'avoir 22 vis dans 22 entrepôts, tu vas avoir 2 vis, 3 vis dans un entrepôt centralisé. Parce que quand tu t'aperçois quelque part, ta vis, ça sert une fois par année. Ben, ça sert une fois par année, tu en mets une dans l'entrepôt, puis tu vas gagner du temps. Là. Il y a un gain d'efficacité, c'est sûr et certain, de ce côté-là. Au lieu de passer 22 commandes, ben, tu vas en passer rien qu'une à ton fournisseur. Donc, ton fournisseur, au lieu de livrer à 22 places, va aller livrer à une seule place. Il y a des économies d'échelle que tu peux aller chercher sur le transport avec les fournisseurs. Chez nous, on a regroupé nos entrepôts dans une seule entrepôt. Donc, tous mes fournisseurs livrent à une seule place. Donc, on sert de ça, justement, pour aller chercher des économies au réduire des augmentations de coûts en disant, tu n'as pas 18 livraisons à faire, tu as une livraison à faire, tout ça. Mais ça, OK, c'est bon ce que tu dis là, Alain. Les fournisseurs sont conscients de ça, hein? Entre un client qui a 22 dropships à faire ou un autre, ça c'est un, il va montrer qu'il encourage ça, cette façon de faire-là, de dropper juste à un, donc il va te passer une certaine économie aussi. Là. Bien, il y a un exercice qui est intéressant à faire parce que on parle d'entreposer de la fourniture puis de livrer seulement qu'à l'entrepôt, mais on ne voudra pas entreposer l'ensemble de la fourniture qui se livre dans les différentes installations. Donc, c'est là qu'on amène le concept de cross-docking ou de transbordement. Donc, on devra établir clairement quels sont les critères pour entreposer un produit versus le faire transborder à l'entrepôt central pour le mutualiser avec la fourniture qui sera entreposée et aller le redistribuer également. Bien, ces critères-là, ils peuvent servir aussi à déterminer que tu ne vas pas le garder au centre de distribution, mais que tu vas le garder peut-être juste dans 1 ou 2 satellites, tout dépendant de qu'est-ce que la proximité nécessaire dans certains cas. Je vais revenir sur les avantages aussi de la centralisation, évidemment, les coûts administratifs, juste le coût de paiement de facture, traitement de facture, ça, c'est énorme. Donc, au lieu d'avoir 5-6 commandes qui vont partir partout avec 5-6 chèques qui vont se faire ou de la complexité de suivi, il va y avoir une plus grosse commande qui va se faire et un traitement qui est beaucoup plus petit. Ça, à mon avis, c'est un des gros avantages de l'organisation de la stratégie. Puis je vais revenir aussi, quand on parlait tantôt des fournisseurs, la stratégie, ce que j'appelle la stratégie logistique, là, comment on va faire transiter notre produit dans notre réseau. Il faut qu'elle fasse partie intégrante de l'appel d'offres et qu'on explique aux fournisseurs justement qu'est-ce qu'on envisage, comment on voit la suite, ça va être quoi son implication dans notre distribution, pour qu'ils puissent voir venir et nous faire bénéficier justement peut-être d'économies qu'on pourra aller chercher parce qu'il sait
qu'il va livrer en plus grosse quantité, moins souvent, que le format de livraison va lui convenir, que nous, ce format de livraison-là va nous convenir aussi, dépendant de l'endroit où on va vouloir l'envoyer. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes là, à partager avec nos fournisseurs. Une des questions qu'on doit se poser peut-être aussi, c'est quand on détermine notre besoin, c'est est-ce qu'on veut le faire par nous-mêmes ou est-ce qu'on veut externaliser? De plus en plus, il y a des third parties qui offrent le service, qui peuvent être très bons. Si ce n'est pas ta spécialité, si ce n'est pas ton domaine à toi, pourquoi tu te lancerais dans un domaine que tu n'es pas nécessairement un spécialiste? Puis tu essaies de devenir un spécialiste. Donc, c'est une des choses que tu dois te poser comme question. Si tu as tous les atouts, tantôt, Patrick, tu disais, j'ai eu des problèmes. Tout le monde me disait, j'aurais pas d'espace pour pouvoir le faire. C'est possible. Tu prends exemple le CHUM. Quand on crée le CHUM, il n'y a pas d'entrepôt. Il n'y a rien de designé dans le CHUM pour un entrepôt, là, dans le nouveau CHUM. Donc, comment tu pourrais mettre un entrepôt? Il n'y en a pas. Donc, la décision a été prise initialement quand on crée, c'est de donner l'espace aux soins patients et non à des valeurs ajoutées et non à avoir un entreposage. Donc, il faut regarder, voir qu'est-ce que tu veux faire, comment tu le fais, c'est quoi l'avantage, c'est quoi la stratégie que tu veux utiliser selon la direction de l'organisation aussi. Est-ce que ne pas avoir de magasin central, puis là, je parle d'expérience, en termes d'expérience, tu sais, pour mandater faire des regroupements d'achats qu'on connaît bien, là, mais peut-être que tu vas avoir de la misère à mandater sur certains dossiers si tu demandes que la marchandise soit livrée à 50 endroits. Peut-être que ça ne va pas passer. Est-ce que c'est un avantage, ça, d'avoir un point centralisé pour mandater pour des regroupements d'achats? Oui et non. Encore là, comme on disait tantôt, il faut faire attention. Il y a des produits que tu ne veux pas nécessairement, tu veux faire du cross-docking, puis c'est tout. OK? Tu ne veux pas les entreposer. On va prendre un exemple dans le secteur de la santé. Là, il y a une compagnie qui a voulu faire du third party avec Sigma Santé dans le temps, que ça n'a pas fonctionné du tout. Ils ont fait des couches. Une couche, très bas valeur. OK? Donc, il était payé à pourcentage. Donc, ça vaut rien une couche en cubique, énorme. Donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, livrer à 173 points de livraison à Montréal, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné. Tu dois prendre le temps de te poser la question en tant que tel. Est-ce que tu fais livrer ton moteur de tracteur à l'entrepôt central pour le relivrer après ça dans un garage? Peut-être pas. Il faut regarder ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux faire livrer ton moteur de tracteur qui pèse 10 000 livres, de le faire livrer dans un entrepôt de garage directement. Il n'y a pas une recette qui est parfaite. Il faut que tu regardes vraiment c'est quoi. Il faut que tu te poses la question. Il faut que tu regardes c'est quoi ton besoin. Puis c'est quoi si c'est des oreillers que tu voyages, c'est une chose. Si tu livres du voyage des livres de plomb, ben c'est pas la même chose. On s'entend qu'une livre de plomb et une livre de plume, ça ne prend pas le même espace. Donc, dans ton analyse, je pense que tu dois prendre le temps de le regarder, prendre le temps de le faire. Puis, encore là, ça dépend. On parlera d'automatisation tantôt puis de système informatique. Ça dépend. Tes inventaires, tes fletchers viennent encore ou tout est informatisé. Ton data, quand tu fais un regroupement d'achat, est-ce que ton data de tes entrepôts satellites, présentement, tu as tous les data regroupés dans un seul système ou tu as 12 systèmes séparés parce que tu as 12 entrepôts satellites? Tout ça, ça doit être regardé. Puis, mais il y a des gains. C'est sûr qu'il y a des gains économiques à faire. Comme disait tantôt Maggie, tu n'as pas 22 bons de commande qui sortent par jour. Tu as un bon de commande potentiellement qui sort par jour. Donc, une facture à traiter seulement, elle est plus grosse, mais tu as quand même juste une facture à traiter. Donc, tu n'as pas besoin de 22 services à clientèle pour les comptes payables. Tu as besoin deux personnes. Donc, tu as des gains à faire de ce côté-là, automatisation aussi. Donc, c'est vraiment là que tu dois regarder quelle place tu dois aller. Puis, il n'y a pas une recette que tu peux mettre sur la table. OK? Chaque établissement est différent, chaque chose est différente. Tu n'as pas une recette, mais tu as une base, tu as un patron à faire, mais la résultante ne sera pas la même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont consultants comme Nancy. C'est pour justement, ils ont l'expérience, puis ils viennent nous dire de regarder c'est quoi qu'on a comme réalité souvent, parce que le problème que tu as souvent aussi, Maggie disait tantôt, ça prend un chargé de projet, ça prend quelqu'un des yeux extérieurs souvent pour aider ou quelqu'un qui est dégagé, qui est prêt à avoir des yeux extérieurs. Souvent, tu es rentré trop souvent, tu vas être dans ton monde à toi, puis tu vas essayer de recréer, puis Nancy l'a dit tantôt, tu regardes derrière de la boîte, là. Tu vas essayer de recréer la même chose que tu as, parce que c'est ton confort. Il faut essayer de regarder, de trouver d'autres choses, comment t'améliorer.
Et si on regardait aussi, il y a des raisons pour lesquelles on va décider de ne pas centraliser, puis ça va être peut-être des bonnes raisons. Par exemple, dans notre cas, on a décidé d'externaliser la distribution des bacs de recyclage, par exemple. C'était extrêmement complexe, il y avait des enjeux de santé et de sécurité, ça prenait des équipements spécialisés, mais il y a des décisions qui se prennent comme ça dans les stratégies de distribution qui vont faire en sorte que on va centraliser, mais ailleurs, comme disait Alain tantôt, ou par souci de santé et sécurité tout court, dans le transport, des fois, si tu ne veux pas transporter trop de matières dangereuses. Il y a plein de décisions que tu vas prendre comme ça. Est-ce qu'il y a des dates de péremption? Est-ce que la rotation est importante? Il y a la criticité des produits aussi. Est-ce que c'est très critique, j'en ai besoin dans l'heure qui suit? Est-ce que ça peut attendre à demain? Je peux le livrer dans 2 jours? Tout ça va dessiner la stratégie qu'on va prendre et le positionnement de chaque produit dans le réseau. Autant sa redondance que des fois, c'est un lieu unique parce qu'on pense que c'est tellement critique que ça doit être à proximité. Ou est-ce que c'est de très faible valeur et il n'y a pas de plus-value à courir après, justement, d'inventorier tel ou tel produit, puis on va le mettre dans une réserve, puis c'est fini. Et de le manipuler, et de le sortir. Et de le manipuler. Est-ce que tu mets des crayons, des crayons dans un entrepôt central pour dire on va mettre une petite boîte de crayons qu'on va envoyer? Peut-être que ça ne vaut même pas la peine de gérer ça. Il y a des compagnies qui vont te le livrer directement à ton besoin. 3e étage, 4e porte, ils vont venir te porter tes crayons que tu as besoin pour le. Et ça coûte plus cher à gérer que ce que c'est comme valeur, mais à un moment donné, il faut que tu te poses des bonnes questions. C'est dans raison. La réorganisation du réseau, ça va au-delà de la centralisation. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend du marché auquel tu t'adresses aussi. Là, on parlait des crayons, mais si on parle de pièces mécaniques, on parle des goûts à caduc, on parle de n'importe quoi d'autre. La réflexion autour de qu'est-ce que je vais garder à proximité, qu'est-ce que je vais centraliser, qu'est-ce que je vais mettre ailleurs sur l'île de Montréal, par exemple, pour dire je dois pallier à différents niveaux de service, tout dépendant de ce qui est demandé. À quelle vitesse je vais être capable de l'expédier à la bonne place? Est-ce que c'est ça le niveau de service attendu par la personne qui va l'utiliser? Ça se fait en parlant avec nos partenaires d'affaires, avec les gens qui vont utiliser le produit. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quand est-ce qu'ils en ont besoin? Et c'est ça qui va aussi dessiner notre réseau. C'est tes fournisseurs aussi qui peuvent dire moi, là, je vais le garder chez nous. Puis quand tu vas l'avoir, je te promets que tu vas l'avoir dans 1 heure. Donc, il y a des choses que tu peux regarder aussi. Pourquoi tu sais, Toyota, en tant que tel, quand tu regardes la méthode Toyota, les pare-chocs arrivent dans un camion quelques minutes avant de s'en aller sa ligne de production. Il n'y a pas d'entrepôt. Qui l'a l'entrepôt? Il y en a un entrepôt. Qui l'a l'entrepôt? C'est le fournisseur. Donc, quelque part, c'est le même qu'on construit leur modèle. Donc, quel modèle tu peux utiliser? Il peut être vraiment hybride. Mais tout ça, ça doit être supporté aussi. Là. C'est beau de dire qu'on part un entrepôt, puis on clique des doigts, puis ça va fonctionner tout seul. Il faut regarder quelle technologie. Donc, j'imagine que je vais pousser ma question à Nancy. J'imagine dans ce que tu as fait, tu as des technologies que tu as rentrées, tu as des WMS, tu as des choses. Tu ne peux pas dire je vais faire ça avec un crayon et un papier si tu centralises. Ce ne sera pas rentable du tout. L'entrepôt central te permet de rentabiliser un peu les coûts d'acquisition de ces technologies-là qui coûtent assez cher. Les VLM qu'on appelle, qui est ni plus ni moins des carrousels, mais plus faites sur la hauteur, ou les carrousels même, qui est un peu, pour ceux qui connaissent moins ça ressemble un peu à quand on va chez le nettoyeur, puis ça tourne, là, puis ça permet en fait de préparer plusieurs commandes en même temps. Donc, c'est vraiment des avantages non négligeables. Il y a tout aussi les équipements pour permettre de transporter à l'intérieur de l'entrepôt plus rapidement ou de façon plus sécuritaire la marchandise, éviter les accidents de travail, puis que ce soit plus efficient aussi. Donc, il y a vraiment de l'avantage à investir pour de la performance au niveau de l'entrepôt. Mais il y a un élément qui est aussi important, c'est que j'aimerais comme remettre un petit peu d'emphase, c'est vraiment profiter de votre réseau de distribution qui existe déjà. Dans votre analyse, là, il y a peut-être un réseau que vous pouvez déjà profiter
pour justement aller livrer la marchandise à ces différents sites-là. Si on pense, par exemple, au courrier interne, ben, tu as déjà un fournisseur, par exemple, ou tes propres livreurs qui font la livraison de la poste. Donc, pourquoi ne pas profiter, puis avoir une offre de service un peu plus grande, puis aller porter de la marchandise dans ces différents sites-là pour rentabiliser encore plus ton réseau de distribution actuel. Donc, c'est d'arriver à faire fructifier ça. Il faut regarder Conseil aussi à tout. donner à Oui, vas-y. ceux et celles qui aimeraient démarrer un magasin centralisé. Quel genre de produits devrait-on mettre l'emphase? Des produits qui roulent, des produits que ça prend beaucoup de temps les obtenir, donc au moins tu en as quelques-uns en stock. Non aux produits périssables. C'est quoi votre angle? Si vous avez La réponse à ta question, c'est oui. Tous Oui? ces items. Malheureusement, un produit qui est très long, tu veux le regarder en inventaire. Tu veux le garder plus proche de toi parce que tu sais que ça a les délais si tu l'apprends demain matin. Donc, mais il ne faut pas oublier, là, tout ça, c'est basé sur ton optimisation des inventaires. Il faut t'éviter tes doublons, il faut t'éviter d'avoir des produits, il faut que tu calcules, prends le temps de calculer tes minimums, tes maximums. Tout ce côté-là, le data existe souvent, mais ça te prend aussi des systèmes pour tirer ce data-là. Ça te prend des gens compétents pour analyser ce data-là. Un jour, peut-être qu'on aura une intelligence artificielle qui fera que tous ces data-là tu pourras cliquer des doigts puis il va te dire exactement, selon les 10 dernières années, sur ta consommation à telle date de l'année. Ça s'en va vers là, ton intelligence artificielle. On est en train de regarder ça. Selon la période de l'année, ben, l'hiver arrive, dans une ville, tu as besoin de plus de sel. L'été, tu n'as pas besoin. Donc, c'est des choses que déjà qui se font à mitaine. Mais la question est tellement large. Tu veux qu'un entrepôt tourne. Tu veux que les items dans un entrepôt tournent. Mais de temps en temps, il y a des items que je gardais dans mes entrepôts parce que j'avais de la dialyse péritoniale. Si j'avais un patient qui arrivait à l'urgence, je n'avais pas le choix. Si je n'ai pas de dialyse péritoniale que je mettais à la poubelle à tous les ans parce que je n'en passais pas, mais je n'ai pas le choix de l'avoir. C'est un patient qui arrive demain matin, il a besoin de sa dialyse péritoniale. Donc, tu en gardes en inventaire. Donc, c'est vraiment là, il n'y a pas une réponse générale que tu peux envoyer à tous. Ouais. Tous les produits ou quoi que ce soit. Chaque produit doit être analysé de façon indépendante. Chaque produit doit être regardé pour voir quelle sorte de produit, c'est quoi les minimums, les maximums. Puis dans les hôpitaux, on se trouve important, nous autres. Là. Mais quand je regarde Maggie dans une ville avec les garages, on en a des garages d'autres urgences santé, on s'entend que des pièces dans un garage, il y en a pour les fins et les fous. Mais souvent, tu vas avoir ta pièce dans l'heure. Tu sais, un vrai garage, là, il n'y a pas toutes ces pièces. Il va prendre un téléphone, il va appeler UAP, j'ai besoin d'un set de freins. Le gars va arriver dans l'heure. Le temps que tu démarches tes freins, tu vas avoir des nouveaux freins qui vont arriver, tu vas mettre des freins. C'est le genre de choses. On parlait de regroupement de distribution. C'est quoi tu as en tant que tel? C'est quoi tu peux avoir? Si tu es capable d'avoir ton produit dans 15 minutes parce que ton livreur de pièces auto est de l'autre bord de la rue, ben pourquoi tu traînerais dans ton entrepôt à toi? C'est toutes sortes de choses que tu dois regarder en tant que tel, analyser puis prendre le temps de regarder. Tu ne peux pas prendre ça dans un gros paquet puis dire c'est un gros sac, là, on va faire un entrepôt. Tu dois prendre chacun des morceaux du sac, l'analyser puis décider tu le gardes pas, tu en mets combien si tu le gardes. Puis tu le gardes, comme on disait tantôt, est-ce que tu le gardes en cross-docking ou que tu le gardes simplement dans plusieurs entrepôts ou dans un seul entrepôt? C'est ça que tu dois regarder. Puis c'est une analyse qui est faite. C'est long, c'est pénible, c'est fatigant, mais c'est super payant quand tu le fais correctement. Mais c'est important d'établir tes critères justement au départ. Par expérience, puis tu l'as mentionné, Alain, là, le CHUM puis le CUSUM, c'est un bel exemple. Là. Il y a des milliers de produits sur lesquels il a fallu se pencher à savoir est-ce qu'on le garde dans l'entrepôt ou on le fait en cross-docking. Ça a vraiment fallu une matrice de décision pour tous les produits. Donc, il rentrait dans cette matrice-là, puis à la sortie, est-ce qu'il est en magasin ou au cross-dock? Mais ça ne peut pas être à géométrie variable pour un,
il faut vraiment des critères solides de départ. Là. Moi, j'ai envie de te dire, Patrick, que historiquement, là, ça fait quand même depuis 2007 que je suis en municipal, là, ça trahit mon âge. Là. En fait, il y a comme 3 grandes strates qui déterminent Ça un te peu. donne 30 ans, ça, hein? À peu près. OK. Tout juste. Exemple, est-ce que ça va faire arrêter mes opérations de nuit? Donc, par exemple, une fuite d'eau, un problème de voirie, un arrêt, exemple, d'une souffleuse en période de déneigement. Donc, est-ce que ça va arrêter mes opérations de nuit ou des opérations critiques? Ça, toutes les pièces qui tournent autour de ça, souvent, on va tenter d'en garder dans le réseau pour accélérer la remise en service. Tout ce qui a des très, très longs délais de livraison, des fois, ça peut être des trucs pour des lumières de rue ou des choses comme ça. Ça peut prendre des fois 4, 5, 6 mois. Des camions de pompiers, c'est très long aussi. Donc, ça, on va souvent avoir tendance à garder ce qui est essentiel à proximité pour ne pas retarder la remise en service. Je dirais que la troisième chose, c'est là où on a un très bon volume, où on est capable d'aller chercher des économies d'échelle en achetant en grosse quantité et quand ça fait du sens aussi dans le marché, pour aller justement économiser sur, au lieu de faire 50 BC, je vais en faire juste un. Et moi, je dirais que les 3 grandes strates, en ce qui me concerne, souvent ça va être pas mal le 80% là, et plus de ce qui va être maintenu en stock. Mm-hmm. Tout à l'heure, Alain, tu parlais, puis on en a parlé, là, analyse des données afin de se préparer pour ce magasin central, mais quand tes données, ce sont des données de tes requérants qui ont commandé, puis c'est pas des approvisionneurs, puis eux autres, ils placent des commandes, puis ils ont peur d'en manquer, donc tu dois... T'es là, puis tu sais qu'ils sont pas bons, les chiffres, mais tu dois te baser sur quelque chose. Comment d'après ça, est-ce que tu cognes à la porte de ton fournisseur, vous allez là, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je sais que tu expédies de la marchandise, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble pour voir combien que je devrais en avoir en stock? Toi, tu es capable de me livrer en 2 jours, donc peut-être que je ne vais pas en avoir autant dans mon magasin central. C'est quoi la stratégie? Comment aborder ça, là? Je pense que tu l'as nommé toi-même. On l'a nommé en début de la rencontre aussi. Et tu dois regarder tes fournisseurs, tu dois regarder ton réseau de distribution, tu dois t'asseoir avec ton réseau de distribution. Tu dois le comprendre. Si tu ne le comprends pas comme il faut, tu dois le comprendre. Qui peut faire quoi pour toi? Comme disait un peu Maggie tantôt, puis comme disait Nancy tantôt. Tu n'as pas le choix. Si tu ne prends pas le temps, c'est sûr qu'à la longue, tu vas le fine-tuner, tu vas le regarder, tu vas te dire, ça ne roule pas, est-ce que je peux faire un deal avec mon fournisseur, il va en garder plus, je vais en garder moins. Est-ce que c'est un produit qui est commun, pas commun? Comme disait Maggie tantôt, les poteaux de lumière, c'est 4 mois de livraison. Donc, si tu frappes un poteau de lumière, puis tu n'en as pas dans ton entrepôt, minimalement, ben tu vas être 4 mois sur le coin de la rue, pas de lumière, tu vas avoir une plainte de la ville, tu vas appeler 311 parce qu'il n'y a pas de lumière sur le coin de ma rue, c'est dangereux, Donc, tout l'impact que tu peux avoir de ce bord-là, est-ce que ça empêche Est-ce que tu vas garder une souffleuse en pièces détachées dans ton entrepôt? Peut-être pas. Mais les gens qui dans ton entrepôt, ils savent que la pièce numéro 14, là, je les change à tous les années. Tous les ans, j'en change sur toutes les souffleuses. Ben, tu vas en garder tout le temps parce que tu veux pouvoir continuer ton processus, tu veux continuer à pouvoir réparer dans tes garages. Ces genres de choses, puis c'est pas vrai, ça se fait à 2 doigts cliquants. Là, donc, tu dois prendre, comme l'a dit Nancy tantôt, tu dois prendre le temps de le regarder. Tu dois prendre une carte de décision. Tu dois dire ça, je le fais, ça, je le garde pas, ou je le garde pas, je le mets pas, je le transdoc, ça vaut pas la peine, ça vaut la peine. Tu dois le faire. Si tu prends pas le temps de t'organiser avant de prendre tu commences un matin, là, ça te donne rien. Tu vas te planter royalement. Il faut être pris le temps de faire ton analyse, il faut être pris le temps de regarder tes minimums, tes maximums, ta vélocité de chacun des produits, à qui ils servent à quoi. Tu disais tantôt, il y a peut-être bien du monde qui commande un peu partout, mais logiquement, la plupart des compagnies aujourd'hui ont un système centralisé quelque part. Hein. À la ville de Montréal, tu ne peux pas avoir différentes marques du même produit pour le même job. Ça dépend. Si tu as un camion Ford, tu as un camion GM, tu n'auras pas nécessairement peut-être les mêmes freins, mais tu n'auras pas le même démarreur. Okay. Donc, tu vas prendre des démarreurs séparément. Fitting de plomberie ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Oui. Oui, mais même là, moi, je te dirais, Patrick, à ta question, l'historique de consommation, c'est une chose. C'est une portion de l'information qu'on peut utiliser pour aller vers la suite. Le plus important, c'est pas le passé, c'est le futur. Donc, comment la personne qu'est-ce qu'elle va utiliser,
quel type de produit elle veut utiliser, à quelle fréquence, exemple, si elle entretient un actif, elle va le remplacer. Est-ce que notre partenaire décide, exemple, je vais parler dans ce cas-ci de pièces mécaniques, est-ce qu'ils vont envoyer ça à l'externe, puis finalement, je vais acheter des filtres comme j'ai mon historique de consommation, mais finalement, tous les entretiens vont être envoyés à l'externe, puis que je vais mourir dans ma désuétude, enterré de filtres. Donc, l'historique de consommation, c'est une chose, c'est une idée, c'est une vue sur le passé. Mais qu'est-ce que notre partenaire va faire pour la suite? Qu'est-ce qu'il veut? Les fréquences, le type de produit, comment il veut orienter la vision qu'il a pour son service à lui. Quel service il veut rendre? Moi, à mon avis, c'est 80% de la réponse plus que l'historique. L'historique, parfois, c'est des descriptions de BC qui ne veulent pas rien dire, des items qui ont été mal construits, des codes qui ne veulent plus rien dire non plus, des stratégies qui ont changé pour nos partenaires. Et là, on ne peut pas racheter de l'historique, il faut racheter sur la nouvelle stratégie. Donc, la discussion avec ces gens-là, il y a toutes d'autres personnes dans notre organisation qui voudraient se joindre à ce type d'achat-là. Puis je pense que ça va t'aider à construire pour la suite, puis déterminer après ça où est-ce qu'on va l'installer dans le réseau, dépendant des personnes qui veulent se joindre à ce regroupement-là à l'interne. Patrick, tu me fais penser, effectivement, il y a pour, entre autres, tout le dimensionnement, je ne sais pas si c'est le bon mot, des produits, fait qu'il a fallu aller, c'était de l'information qu'on n'avait pas dans nos systèmes du tout. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais considéré non plus avant. Mais quand on s'en va dans un entrepôt centralisé, là, tout ça, tous les produits doivent avoir leur endroit spécifique, puis on doit connaître le cubage de chacun des produits. Puis quand on parlait de carrousel, ça rentre-tu dans le carrousel? Quelle partie du carrousel que ça va occuper avec la quantité? C'est des calculs vraiment complexes à faire pour lesquels, effectivement, Patrick, on peut s'aider des fournisseurs. Ils ont ces données-là de dimensionnement, là. Donc, c'est intéressant d'aller vers cette avenue-là. Dans tous les entrepôts d'aujourd'hui, dans les systèmes informatiques WMS, tu dois rentrer ta boîte, la grosseur de ta boîte, le poids de ta boîte. Ton système, surtout quand tu es en inventaire dynamique, le système va penser, dire j'ai un endroit de libérer à tel endroit. Ce que je viens de recevoir, c'est une palette à mesure 3 pieds par 2 pieds par 4 pieds, elle pèse 182 livres. Elle va fitter dans ce carré qui est libre-là. Puis elle va le marquer, puis elle va le porter. Si t'as déjà, je sais pas, moi j'ai été voir l'entrepôt de Sobeys, puis c'est tout automatisé. Donc ta palette à rendre, elle tombe sur une balance. Le système dit non, elle pèse pas le bon poids. Elle est supposée peser 200 livres, elle pèse 180 livres. Il manque une boîte dessus. Donc, une vérification. Tout ça, cette information-là, on s'en va vers ça aujourd'hui. On s'en va vers des systèmes informatiques de ce type-là. On n'a pas le choix. Parce que quelque part, ça devient de plus en plus difficile d'avoir du personnel aussi. Donc, tantôt, on parlait de facilité de transborder à l'intérieur de l'entrepôt. Ça fait partie de la job aussi de regarder de ce côté-là. Est-ce qu'on est prêt à investir dans ces argents-là? C'est des gros sous. Le réseau de la santé n'est pas nécessairement rendu là encore, mais un de ces jours, on n'aura pas le choix d'être là. Quand on va grossir les entrepôts, tantôt, Nancy disait qu'à Québec, ils ont grossi leur entrepôt. En grossissant leur entrepôt, ils ont rentabilisé ces équipements-là. Parce que tu n'as pas besoin de mettre 14 carousels, tu en mets juste un. Puis il n'est peut-être pas 14 fois plus gros, il est peut-être 2 fois plus gros pour compenser pour le restant des choses que ce côté-là. Donc, c'est là que tu rentabilises ces choses, c'est là que tu dois le regarder. Puis tout ça, en tant que tel, ça devient important dans ton choix. Il faut que tu choisisses aussi ton logiciel. Pas le choix, là. On part d'entrepôt central. Est-ce que le logiciel que tu as présentement est adéquat pour ce que tu fais? Est-ce que tu parles de RFID? Est-ce que tu parles de lecture? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Dans l'entrepôt comme Sobeys, il y a une étiquette, il y a une étiquette s'imprime, ils mettent des étiquettes, le fournisseur a mis des étiquettes RFID sur chacun des produits. Le système sait c'est quoi que j'ai chacune des palettes. En mettant la palette, il sait c'est quoi que sur sa palette. Donc, réception automatisée aussi, c'est ça? La réception est automatisée. Puis comme je te disais tantôt, si la palette ne pèse pas le bon poids, elle est passée sur le chemin d'accotement. Puis il y a quelqu'un qui va aller voir la palette, pourquoi qu'elle ne pèse pas le poids prévu. Donc, tout ça, ça peut se faire. Tout ça, c'est là. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on va aller là nécessairement dans nos domaines à nous autres?
On n'est peut-être pas rendu là, mais dans les gros industriels, ils n'ont pas le choix. C'est rendu qu'ils ont de la misère à avoir du personnel de nuit, de soir, de fin de semaine. Il faut que ça roule 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, tu coupes ton staff de 3/4, c'est ce qui t'arrive à Sobeys. Les gens qui sont là, il y a encore des gens. Les gens qui sont là s'assurent que l'équipement roule, que l'équipement fonctionne. Puis les palettes qui sont mises à voie d'accotement sont vérifiées puis contrôlées. Mais tu n'as pas un bon système informatique. Est-ce qu'on a besoin de ça en réseau de santé municipal? Peut-être pas, mais tu dois quand même avoir un bon système qui est capable de donner des rapports, de voir une image. On parlait de futur tantôt avec Maggie. Si tu ne vois pas ton futur, si tu ne le regardes pas, si tu n'as pas de moyen d'être ajusté, tu vas te ramasser avec 2 millions de filtres. Puis tu ne sauras pas quoi faire avec. T'sais? Parce que quelque part dans le passé, j'avais 2 millions de filtres que j'ai achetés, mais tu n'achètes plus de filtres. UAP va te livrer directement à ton entrepôt. Faut que tu prennes le temps, comme disait Maggie tantôt, de t'asseoir. Donc, tout ça, tu dois le rentrer dedans, puis tu dois rentrer. Puis de plus en plus, on s'entend que l'intelligence artificielle va rentrer. Ces systèmes-là vont finir par avoir de l'intelligence artificielle aussi. Donc, ça va pouvoir avoir des rapports, puis ils vont pouvoir te conseiller. La décision humaine sera toujours là, mais ils vont pouvoir te conseiller sur des choses en disant, flèche, regardez, attention, tu as regardé celui-là, ça ne bouge pas, ta vélocité n'est pas aussi rapide qu'elle devrait être. Donc, puis ça doit qui prend la décision. Mais tranquillement, pas vite, on va se diriger vers là aussi. Si tu n'as pas un bon système informatique pour pouvoir gérer, les Cardex, ça, moi j'ai vécu ça, les Cardex dans mon ancienne vie. Là. Tu disais à tout le monde, je suis vieux au début du meeting. Là. J'ai vu que ça, Cardex, c'est que tu sortais 2 affaires, puis tu marquais -2. Tu recevais un camion, tu disais +3, puis tu avais ton Cardex, puis tu faisais ton inventaire une fois par année. Ça n'existe plus beaucoup. Parce qu'il peut y avoir des logiciels qui sont très performants aujourd'hui, puis pas si dispendieux que ça. Panélistes, ceci conclut la première partie. Après la pause, nous allons parler d'automatisation et de réapprovisionnement. Restez des nôtres. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube et Spotify en version audio sur Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'Apport Collectif, celui-ci sera disponible à la mi-octobre. L'épisode 2 mettra en vedette Maître Patricia Girard de la ville de Saguenay, Maître Antoine Martin du cabinet d'avocats Delegatus et M. Gabriel Artaud de l'UQTR. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, abordons maintenant le volet de l'automatisation du réapprovisionnement et des technologies disponibles afin qu'un service des approvisionnements puisse gérer d'une façon optimale et stratégique l'inventaire des différentes réserves opérées par nos requérants. Le rôle de nos requérants n'est pas de gérer un inventaire ou d'optimiser leur façon de réapprovisionnement. C'est à nous autres, les professionnels en approvisionnement et logistique, de le faire. Panélistes, est-ce qu'on pourrait faire un survol des principales technologies utilisées aujourd'hui pour automatiser une chaîne d'approvisionnement? Ben, j'ai commencé à vendre la mèche un petit peu en parlant d'automatisation tantôt. Donc, j'ai pas suivi. Toi, Alain, tu suis jamais rien. C'est ça qu'on fait. Je sais que je suis jamais rien. Malheureusement, je suis jamais rien. Puis, je suis un peu le wild side de ce côté-là. Excusez l'anglicisme de tout le monde. Quand on parle d'automatisation, il faut faire attention. Le mot automatisation peut toucher 1 million de choses. Le mot automatisation peut autant être des robots dans un entrepôt qui se promènent tout seuls, qui vont chercher des palettes seuls. Le mot automatisation peut être aussi tout le côté informatique. OK? De plus en plus, on parle de RFID, de radio frequency, OK? En tant que tel, de plus en plus, les gens fonctionnent avec ça. Dans les CCCIUS, on était rendu, dans mes anciennes vies, on était rendu que tout le monde mettait des petites étiquettes sur un tableau. Le tableau lisait son besoin. Le besoin est envoyé au magasin. Donc, il n'y avait plus personne qui venait dire « j'ai besoin de 2, j'ai besoin de 3 ». Ça fait partie d'un type d'automatisation qui existe. Okay? Tu parlais tantôt, cette automatisation-là permet justement de maintenir souvent des inventaires plus précis. Les besoins sont mieux contrôlés. Puis parce que les inventaires sont plus précis, ça permet de générer du data qui vont permettre aux approvisionnements aussi d'avoir une meilleure visibilité sur les stocks. Parce que pour être bon en approvisionnement, il faut que tu commandes le bon produit au bon endroit au bon moment. Donc, si tu as cette vision-là parce que tu as un bon système qui te permet de commander le bon produit au bon moment au bon endroit, bien, ça te permet justement sauver des coûts, d'être plus efficace, puis de pouvoir justement analyser cette data-là aussi. Tu sais, tantôt, Maggie, elle disait, ben, dans certains produits qui ne valent pas grand-chose, on en commande une grosse commande par année, puis on ne se casse pas la tête.
ça ne vaut pas la peine. Dans d'autres produits qui sont gros, qui sont dispendieux, ben, tu en gardes combien? Donc, cette data-là que tu as besoin d'avoir pour pouvoir faire ton ouvrage, ça se fait en manuel. Mais ça te prend de la main-d'œuvre pour faire ce manuel-là. Donc, l'automatisation avec un bon système informatique va te permettre justement d'avoir ce data-là, minimalement de générer le data, puis que les analystes puissent le regarder puis prendre des décisions. Un entrepôt, sa vie, comme les approvisionnements, sa vie, c'est pas vrai que tu vas commander des vis, 2 vis par mois pendant 20 ans, ça va être la même quantité, la même chose. Ta vis, ça va changer potentiellement aussi. Puis deuxièmement, tu vas avoir aussi tout le côté de variabilité dans le temps. Donc, si tu veux vraiment qu'un entrepôt vit, tu ne veux pas nécessairement avoir du stock qui dort au mois de juillet quand des pelles à neige au mois de juillet, c'est pas utile, ça prend de la place. Donc, tu prendras exemple, un meilleur exemple que c'est aller chez Costco. Vous savez quand est-ce que l'automne arrive? Au mois de juillet, l'Halloween est là. Au mois de décembre, c'est les bikinis. Puis au mois de janvier, c'est les produits d'été qui commencent à arriver. Mais c'est pas les produits d'été, ils ne sont pas là au mois de décembre. Ils ne sont pas dans ce temps-là. Ils arrivent au mois de février, au mois de mars. Ils sont toujours 3 mois d'avance. Ben, c'est pour ça. Dans nos entrepôts, si on pouvait aller à ce point-là en tant que tel, ben, les produits de déneigement, ben, tu les mets là. C'est sûr que quand tu es dans le médical, ben, des patients, tu ne sais jamais quelle sorte de patient tu vas avoir à la porte. Donc, tu dois garder d'un peu de tout le temps, en cas que, mais tu sais que l'été, tes services réduisent dans certains départements, mais tes inventaires pourraient réduire aussi dans certains départements. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'inventaire est un coût. Quand on t'a traîné des produits, le coût de l'intérêt, est beaucoup moins élevé qu'il y a quelques années. Mais 5-6 du dollar présentement, c'est quand même. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va descendre? On ne sait pas. Mais traîner un inventaire, ça a un coût. Ça a un coût d'espace aussi. Il ne faut pas oublier, ça prend des entrepôts. Un pied carré, ça coûte un argent. C'est pas vrai, à moins que tu ailles le stade olympique et tu n'as rien à faire avec. Tu ne sais plus quoi faire avec ton stade olympique, puis tu mets un entrepôt dans le stade olympique, puis le pied carré est là. Mais avoir un entrepôt, la plupart des gens vont dire, ben, il ne faut pas que ça soit trop gros, il ne faut pas que ça soit trop petit, il faut que ça ait la bonne grandeur. Puis ça a un coût, ça. Donc, il faut que tu calcules ça dans ton analyse, dans tes choses aussi. Puis c'est grâce à des bons systèmes que tu vas pouvoir calculer ton système. C'est grâce à des bons systèmes que tes gens d'approvisionnement vont dire, oh, m'en commande un petit peu plus. Ah, mais si ça compte un petit peu plus, puis je n'ai pas d'espace sur ma tablette, ça ne fonctionne plus non plus. Donc, tu as un lien à faire beaucoup entre logistique et approvisionnement. Ce n'est pas juste le rôle des approvisionneurs, c'est un rôle de travail logistique et approvisionnement qui doit se faire les deux ensemble pour pouvoir développer justement cette synergie-là qui va permettre d'être efficace à la grandeur de l'entreprise. On mentionnait beaucoup d'automatiser l'entrepôt, mais ce qui est intéressant, c'est toute la partie aussi avec nos clients à l'interne, parce que là, on veut être plus efficace, plus précis dans l'entrepôt. Mais au niveau de mes requérants sur le plancher, c'est quoi mes objectifs? Donc, c'est intéressant d'automatiser, de les libérer de ces tâches-là en utilisant la technologie. Alain faisait référence au RFID. Bon, c'est un système, le RFID, il y a le code à bord, mais ce qui est intéressant, c'est de libérer cette tâche-là aux cliniciens dans les hôpitaux, là, au personnel clinique, de faire ces tâches-là par plus les spécialistes là, en logistique en utilisant ces technologies-là. Dans le processus de commande de nos requérants, ben, il arrive dans sa réserve, il cherche du stock. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant à informatiser. Donc, qu'est-ce qui me permet de trouver la localisation rapidement de mon stock? Donc, il y a des technologies qui existent, des tablettes où est-ce qu'on peut poser la question, soit par la voix ou également, on peut les taper sur des tablettes, savoir où est-ce qu'il est rendu, où est-ce qu'il est entreposé mon stock dans ma réserve. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant. L'élément de la commande aussi, tu sais, de dire, ben là, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans mon bac, là, je dois le commander. Ça aussi, c'est un élément intéressant à informatiser. On peut l'informatiser par le RFID. Donc, encore comme Alain mentionnait, il y a des espèces de plaquettes qui est du RFID que le personnel prend peut aller mettre sur un tableau. Ça a ses pour, ça a ses contre. Là aussi,
On implique un peu le personnel clinique, mais il y a d'autres technologies qui existent aussi où il y a du RFID qu'on laisse à la tablette. Fait que c'est intéressant de décortiquer toutes les étapes qui sont liées à ce processus-là de commande, mais dans nos réserves. Il y a replacer le stock aussi. Ça, c'est une étape, une activité qui est souvent sous-estimée. Les magasiniers vont sur les réserves. Souvent, les magasiniers échangent. Ils ont une cinquantaine de fournitures à replacer, mais ils ne savent pas où est-ce que c'est. Comment rapidement, comment la technologie peut me servir pour rapidement me dire où est-ce qu'elle est cette fourniture-là pour aller la replacer. Donc, dans l'analyse puis dans le choix de la technologie, moi, je conseille beaucoup d'aller faire ce qu'on appelle un gamba, aller sur le terrain puis aller comprendre c'est quoi que la personne a fait pour arriver à avoir une décision éclairée de c'est quoi la meilleure technologie, puis c'est quoi qu'il faut que j'informatise ou que je dois être plus efficace dans mon activité, là. Moi, j'ai envie de prendre la parole au nom de tous ceux qui désespèrent et qui se disent, je vais quitter le balado maintenant puisque toute cette technologie n'est pas à ma portée. Je tiens à vous rassurer, que tout le monde appelle son programme d'aide aux employés, là, que même à la Ville de Montréal, on est en moratoire informatique depuis 10 ans. Donc, c'est sûr que toutes ces belles choses-là dans le réseau de la santé, peut-être ou ailleurs, c'est extrêmement difficile à mettre en place, faute de budget, faute de raisons de priorisation de projet, pour toutes sortes de raisons. Donc, on travaille beaucoup avec seulement un système assez relativement de base, je veux dire, là, avec une gestion inventoriée. Donc, la clé, c'est d'abord d'inventorier son inventaire. Moi, je pense qu'avant toute chose dans la technologie, là, inventorions notre inventaire, sachons qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qu'on a mis où, et puis après ça, qu'est-ce qu'on sort quand. C'est déjà la base. Ensuite de ça, je dirais que le reste, les min-max, le double casier, c'est des choses simples qui peuvent être implantées quand on n'a pas de moyens, quand on est comme un peu désespéré. On peut quand même trouver des solutions pour rendre ça un peu plus organisé. Donc, je ne voulais pas que les gens des municipalités, villes et municipalités quittent le balado à l'instant même en disant il n'y a personne dans les villes qui est capable d'installer du RFID. C'est pas très répandu. Mais tu viens d'ouvrir comme un nouveau sujet qu'on ne va pas parler très longtemps, mais pourquoi? Mais je suis pas gênée. J'ai travaillé là. En 2009, j'ai implanté les codes à barre. Qu'est-ce qui se passe dans le municipal? Bien, je te dirais qu'à la Ville de Montréal, on n'a toujours pas les codes à barre. Pour toutes sortes de raisons que j'ai nommées tantôt. Il y a toujours une nouvelle priorisation, toujours autre chose. Dans mes anciennes vies municipales, j'avais implanté le code à barre. Ça dépend de la ville, ça dépend du budget, ça dépend des priorités, ça dépend de 1000 choses. Ça dépend du nombre de points de service. Moi, j'ai 45 magasins, puis tout est à géométrie variable. Donc, comment le système est capable de répondre ou non? C'est quoi la priorité du logiciel maître dans l'organisation? Quel est je dirais, l'amour qu'on va donner à ce logiciel maître-là pour décider d'investir après ça dans toutes ces choses-là qui découlent et qui vont aider à gérer l'inventaire. C'est pas facile. C'est loin d'être facile. Et je ne sais pas dans le reste du réseau public, mais je sais que dans la plupart des municipalités, c'est pas simple d'amener ces projets-là, de les vendre, de les rendre intéressants. Je suis d'accord 100% avec toi, Maggie. Je vais te dire que le premier système de code à barre que j'ai installé en 2000, quand moi je venais du privé, puis on avait déjà des petits robots qui lisaient les barcodes, qui se promenaient les codes à barre, pardon, excusez l'anglicisme, qui lisaient les codes à barre, puis le chariot élévateur ramassait, puis allait le porter dans un endroit, puis c'était enregistré dans quel endroit c'est mis en 2000. Je suis arrivé dans le réseau de la santé, on faisait encore des commandes avec des machines à écrire. Et de là ton Cardex de tantôt, là. Et il y a eu, en passant, je n'aimerais pas l'hôpital qui est dans l'ouest de l'île de Montréal, mais oui, il y avait des Cardex carton avec des Cardex carton qui fonctionnaient. Mais on n'avait pas d'argent, on ne pouvait rien faire. Il y a moyen de prendre le temps de le regarder. On a acheté des boîtes de carton.
On a mis des boîtes de carton. On a mis un code barre qu'on a imprimé avec un logiciel de base qui coûtait vraiment pas cher. Puis avec un lecteur qui me permettait d'enregistrer le numéro, puis on mettait à mitaine la quantité. Mais juste ça me permettait dans un hôpital de scanner un hôpital au complet avec 2 personnes, une journée complète. Habituellement, ça me prenait 5 personnes, 5 jours pour scanner l'hôpital. Donc, on était capable de le faire à 2 personnes, on le fait souvent, on faisait d'infirmier, mais les 2 personnes roulaient, sortaient des commandes, repoussaient des commandes. Il y a de la technologie de base où tu n'as pas besoin d'avoir la vaisseau spatial pour aller sur la Lune. Il faut que tu commences quelque part. C'est mieux de commencer. Puis ce que j'aime, ce que tu as dit tantôt, si tu commences à dire ma vis numéro 14 est dans le fond, sa 4e tablette, en haut, à côté, puis si tu sais à quelle place tes produits sont, déjà, tu as marqué un point énorme parce que tu sais ce que tu as puis où il est. Donc, quand tu cherches ta vis, il n'y a plus de ça, je ne le trouve plus. Maintenant, c'est parce que quelque part, il est en arrière de l'autre boîte, en arrière, puis tu ne sais plus. Puis une bonne journée. Écoute, quand on a commencé les hôpitaux, là, on ouvrait les armoires. Mes magasiniers rentraient sur un étage, prenaient une unité de soins au complet, puis ils ouvraient tous les portes, tous les armoires. On trouvait des solutés qui avaient 4 ans. Parce qu'ils étaient dans le fond d'un tiroir ou quelque part. On a fait le ménage, on a nettoyé les affaires. Mais c'est le même principe, que ce soit un entrepôt mécanique, que ce soit n'importe quoi, tu vas acheter des freins, mais il y en a peut-être une boîte de freins cachée. Si tu sais où est ton stock, c'est déjà la grosse base que tu peux faire. Tu peux avoir du RFID, tu peux avoir de la technologie avec des portails RFID que tu vas passer dans le portail, ça va s'enregistrer. Ce qu'on appelait, nous autres, souvent des poubelles magiques. Là. Tu mettais sur un portail RFID que tu dompais la boîte avec l'étiquette RFID que tu passais dedans, puis oui, la technologie là, mais c'est pas ça qui va régler ton problème de base. Ton problème de base, c'est tu commences à la base. Qu'est-ce qui est où? Combien j'en ai et c'est à quel endroit? Si tu es capable d'attacher ça, là, déjà, tu as fait un pas énorme. Exact. L'informatisation après ça, c'est une autre étape que tu pourras faire. Mais ce bout-là, c'est le gros morceau à faire de ce côté-là. Souvent, les gens voient une grosse montagne, puis oui, les gens des municipalités, sautez pas, là, quittez pas, là. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir et de le faire de rendre simple. Les hôpitaux, là, il y a eu des budgets d'allouer pour certaines choses, mais la plupart du temps, l'argent n'était pas là. Il fallait devenir inventif. Il fallait être créatif dans ce qu'on faisait, comme on le faisait. Puis les gens arrivaient des beaux patrons en disant « Tu vas sauver 100 000 $. Là, tu disais aux gens « Ouais, mais c'est parce que ce que tu me dis que je vais sauver 100 000, je l'ai déjà sauvé, mon 100 000. Je l'ai déjà fait avec des boîtes de carton. C'est pas beau. » Mais il n'y a personne qui chicanait pour laver la boîte de carton. Quand tu en prenais, tu en mettais à la poubelle, tu en mettais un autre à la place. Parce que des belles boîtes de plastique, c'est beau, ça coûte cher, c'est beau. Puis personne ne veut la laver pour enlever la poussière dedans. Donc, tu t'en vas avec une boîte de plastique pleine de poussière dans le médical. Ça ne marche pas. Ma boîte de carton, elle fonctionnait super bien. Donc, des fois, il faut vraiment être à la base, puis pas trop se monter des mondes extraordinaires. Une étape à la fois. Statuer une chose à la fois, puis oui, c'est beau d'avoir des beaux systèmes intelligents. Une fois que tu vas sur Base, que tu vas voir sur Base, puis tu vas peut-être rentrer tout seul sur un convoyeur, puis tu vas se promener, tu as un chariot élévateur électronique qui est robotisé, qui te prend, qui va mettre dans une rangée, puis tu vois tout seul, les palettes s'emballent tout seul, les robots emballent les boîtes sur les palettes s'emballent tout seul, mets ça l'étiquette, va porter ça à la bonne porte de garage, le camion va aller porter ça à Pointe-Terre. C'est super. Wow! Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas le moyen d'être dans notre domaine à nous autres. Mais ça ne t'empêche pas de faire des efforts pareils pour pouvoir au moins tous les efforts comptent. Tous les efforts. C'est sûr que quand tu as rentré à la Ville de Montréal, là, puis quand tu regardes la Ville de Montréal, là, tu regardes, tu es rendu où aujourd'hui, tu fais fais du chemin. Pas avec grand-chose. On a fait un bout. On n'a pas tout fait. On a fait un bon bout. Je suis sûr de mon coup. L'idée, c'est peut-être de mieux organiser le requérant parce que même si j'ai un entrepôt centralisé, si mes demandes ne sont pas organisées, je n'arriverai pas à m'organiser comme entrepôt. Tu sais, je n'arriverai pas à prévoir ma demande. Les gens, sur le terrain, ils vont se surstocker, ils vont cacher du stock. Ça n'arrive jamais, ça, Nancy. C'est pas vrai, c'est un mensonge que tu dis. Les gens ne cachent pas de stock dans les plafonds. C'est pas vrai. J'ai déjà entendu dire qu'il y en a qui en cachaient dans les plafonds. C'est pas une farce. J'ai vu du stock caché dans les plafonds dans des hôpitaux. Ouais. Donc, l'idée, c'est de mieux les organiser pour arriver à peut-être avoir
une gestion de la demande un peu plus égale ou un peu plus organisée. Je pense que notre rôle, par exemple, c'est un bon point, mais notre rôle à nous autres, c'est de créer la confiance. Si on crée la confiance excusez le mot en anglais, la dependability, là, les gens vont faire confiance quelque part, on va livrer. Le produit va être là. Fais-moi confiance, je vais m'assurer que ton produit soit sa tablette. Convaincre que c'est fiable. La journée que les gens... Tu sais, le premier département qu'on a fait, on n'a rien dit, nous autres, dans le département. On est rentré dans ce département, on s'est entendu, il ne faut pas le nommer, c'est le 4-Nord. On s'est entendu avec l'infirmière-chef du 4-Nord. On est rentré là, on a vidé l'entrepôt, on a fait les tablettes, on a nettoyé, on a monté le stock, puis on n'a rien dit. Tranquillement, pas vite, un mois après, les gens venaient de voir, « Hey, 4-Nord, c'est intéressant ce que vous faites, là. »« Ah ouais? Ça te tente-tu? » « On va venir. Quand est-ce que tu veux qu'on y aille? » « Non, dès que tu peux. » Puis on a fait l'hôpital de même au complet. Tranquillement, de bouche à oreille, les gens faisaient confiance qu'on allait être là, qu'on n'allait pas manquer de produits. C'est sûr, tu auras toujours le côté fournisseur qui, demain matin, ne te livre pas. On l'a tous vécu dans la pandémie. Là. Il n'y avait plus rien nécessairement nulle part. Mais majoritairement, les gens ne comprenaient pas, c'était pas à cause. Comprenaient, je veux dire, c'était pas à cause des gens du magasin, c'est pas à cause des gens des approvisionnements. Puis les gens des approvisionnements ont fait des miracles dans la pandémie pour avoir le stock. Mais on avait créé une confiance qu'on allait travailler avec eux autres, qu'on était là pour justement s'assurer qu'eux autres ne manquent pas de produits. S'assurer, les 6 derniers pieds, là, notre rôle, là, c'est de mettre du stock dans un entrepôt, dans une réserve, dans un endroit, que ça soit disponible quand tu vas en avoir besoin. Le restant, ça devient notre tâche chez nous autres. Il y a des gens à Lévis qui ont fait des jobs extraordinaires de ce côté-là. Le 6 de Chaudière-Appalaches a fait des choses merveilleuses de ce côté-là. Il y a des choses, puis c'est pas des investissements de millions et de millions de dollars. Là. C'est juste de l'organisation, comme Nancy a dit. C'est de l'organisation. Prendre le temps de t'asseoir avec tes clients, de les organiser, de prendre le temps de leur donner confiance que tu es là pour les servir, puis qu'ils n'ont pas peur de mettre du stock dans le plafond. Parce que c'est vrai. Donc, ils n'ont pas peur de pas besoin de mettre de stock dans le plafond parce que quelque part, tu es là pour s'assurer qu'il ne manque pas de produits, justement. Je vais faire du pouce avec ce que tu viens de dire, Alain. C'est en termes d'automatisation. Est-ce que vous pourriez me dire des gains concrets de productivité? Est-ce qu'il y a des gains qu'il faut facilement dire que oui, grâce à l'automatisation, on a sauvé ça et ça? Est-ce que vous avez des exemples à me donner? Oui, facilement. Regarde, je vais reprendre mes exemples d'automatisation. Le fait de mettre des panneaux RFID sur les étages, ça me prenait dans le temps 3 personnes à Maisonneuve-Rosemont à aller monter ces étages sur le tour d'unité de soins pour faire des commandes. OK? Alain, donne une définition RFID. On le dit, mais assumons qu'il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi. Là. Okay. C'est quoi un RFID? Facilement, vous avez une carte, une étiquette qui émet une onde. Cette onde-là est enregistrée par un lecteur d'onde. OK? Puis cette onde-là, c'est une onde, c'est le Radio Frequency Identification. OK? Donc, cette onde-là est lue par un lecteur. Cette onde-là, chaque carte a sa propre longueur d'onde. C'est comme demain matin s'il en envoyait un numéro. L'onde qui est envoyée, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, quand le lecteur le lit, c'est le code du produit 1, 2, 3, 4. Puis ça enregistre votre besoin. Parce que souvent, dépendant des RFID, vous allez avoir des minimums, des maximums déjà programmés. Donc, quand vous allez enregistrer votre carte, vous savez que vous avez besoin de commander 3 unités parce que cette carte-là dit, quand je suis sur le tableau, tu en commandes 3. OK? Mais le fait de ne plus faire ça, le fait d'appeler ces étages, j'ai pu concentrer mes gens dans le magasin à la livraison, OK? Plutôt que d'aller faire des commandes. Il n'y a pas de valeur ajoutée à faire des commandes. Donc là, j'ai concentré mes gens sur la livraison, préparer les commandes plus rapidement, les envoyer ces étages. Puis aujourd'hui, on est rendu qu'on a même au CHUM, par exemple, on a même des robots. La commande est montée par un robot. Qu'est-ce que ça me donne d'avoir un employé, moi, qui est dans l'ascenseur à attendre derrière un chariot, d'arriver à l'étage? Bien, il est beaucoup plus payant être à l'étage déjà, s'occuper de son étage, plutôt que de faire le transit pour monter à l'étage. Donc, tranquillement, pas vite, cette technologie-là, elle devient existante, elle devient disponible. Est-ce nécessaire? Non. Comme on disait tantôt, la base, c'est pas ça. Mais il y a des moyens. Puis les RFID, là, ça coûte vraiment pas cher. Quand dépendant à quel tu peux être très fancy, ça peut être très simple. Un code barre, c'est un code barre, un lecteur de code barre, un RFID, ça peut ne pas être vraiment pas dispendieux, mais tu vas avoir des gains énormes parce que ton gain que tu vas avoir, c'est de l'efficacité. Au lieu de quelqu'un qui se prend avec une feuille de papier puis dit où, le 1, 2, 3, là? Ah, il devrait être sur ma feuille. Ah, il est là, j'en prends 3. Là, tu fais clic, 3.
tu downloads dans ton scanner à l'autre bout, ta commande s'est faite directement dans ton système, tu sors la petite feuille de papier, tu donnes à la personne pour aller ramasser la commande. Donc, tu as gagné énormément de temps. Au lieu d'avoir 5 personnes qui font des commandes à longueur de journée, puis ces étages, ben là, puis d'avoir des infirmières qui font des commandes, d'avoir des gens, tu n'as plus personne qui fait ça. L'infirmière s'occupe du patient. Tu as un gain là, qui est là de ce côté. Si on parle de côté universitaire, tu as un gain de ce côté-là. Donc, l'infirmière, elle fait plus ça en tant que telle. Tu as un gain, la personne se concentre à faire ses commandes en bas, puis tu vas remettre le stock dans la tablette à bon endroit. Donc, les soins, des fois, tu dis oui, j'ai un coût supplémentaire magasin, mais quand tu regardes globalement, il faut que tu regardes le coût global aussi. Le patient est mieux servi. Les gens sont là pour être ça. L'infirmière n'est pas dans un armoire en arrière en train de dire j'ai besoin de 2 solutés, j'ai besoin de ça. C'est pas rentable. Son rôle, à elle, c'est de servir le patient. Que ce soit un entrepôt, que ce soit n'importe qui, que ce soit n'importe quoi, que ce soit dans une municipalité ou n'importe quoi. Si tu as des gens qui font le tour des entrepôts puis essaient de découvrir le stock et où, puis essaient de commander le stock, ils ne sont pas rentables, ces gens-là. Ils ne préparent pas des commandes nécessairement. Ils passent la moitié de la journée à chercher du stock. S'ils passaient 90% passer leur stock, ben ton stock hero, tes commandes sortiraient plus rapidement, ton mécanicien attendrait moins longtemps après son produit, il aurait confiance que tu vas le faire. C'est là que les gains de productivité sont majoritairement. Pour ceux qui vivent comme moi, pas dans le monde de Star Wars, là, juste de savoir où est-ce qu'on met notre stock, puis de s'assurer que c'est inventorié. Juste inventorier la majorité des stocks qui sont éparpillés un peu partout. Ça permet de réduire les temps d'arrêt, effectivement. Ça permet de réduire la désuétude. Du stock non inventorié, c'est du stock perdu. On fait un petit croche sur le côté environnemental de la chose. Hein. Si on ne perd pas notre stock, si on le réutilise, si on le roule, on ne va pas acheter pour rien des produits. On ne va pas jeter non plus des produits désuets. Donc, on va savoir où est-ce qu'il est notre stock. Je vais parler de mon projet qui n'est pas un gros projet technologique, mais où on est en train de rendre visible à peu près 5 millions d'inventaires de stock un peu partout dans le réseau. Mais rendre visible, ça veut dire permettre de trouver des pièces rares, des fois, qui pour des équipements qui datent de 20 ans et qu'on ne trouvait plus de pièces pour les réparer. Ça permet aussi d'acheter davantage à l'interne. Actuellement, on a passé notre taux d'achat à l'interne pour ceux qui ont été, revus, les dépôts revus, de 20% à 60%. Donc, le nombre de transactions qu'on a éliminées, c'est majeur en coût administratif. Je parlais de la désuétude, c'est d'être capable d'identifier des pièces rares, oui, mais de les remettre dans le réseau, de les envoyer à l'endroit où ils vont être consommés, les inventorier à cet endroit-là où ils vont être consommés. Ça aussi, c'est un grand gain. Là. Et c'est ça qui donne confiance aussi au réseau et c'est ça qui fait que les gens embarquent avec nous autres dans des gros projets comme ça qui leur demandent beaucoup de changements, beaucoup d'adaptation, de méthodes de travail, de façon de voir leur quotidien. Fait que c'est des petits gains qui sont super payants là, à court, à moyen et à long terme. Nancy, en termes de gains? En fait, de gains, d'efficacité, c'est sûr que si je le relie avec le volume, puis je reprends l'exemple là, du CHUM CUSUM, les deux gros hôpitaux ont centralisé leurs commandes. Donc, c'est des milliers de lignes de commandes qui sont à traiter à chaque jour. Donc, c'est sûr que dans un environnement conventionnel où est-ce qu'on part avec notre petite feuille, puis on passe dans les rangées, puis on pique une commande à la fois, tout est tributaire de la personne qui pique. Bien, c'est long, puis il y a des risques d'erreur. Donc, plus on automatise les choses avec un carrousel, avec les technologies comme on appelle ça le voice to pick. Donc, les préparateurs ont un casque qui leur dit combien piquer à quel endroit. Le carrousel dit, eux, ils en préparent 5, 6 à la fois, puis une petite lumière qui allume, puis parce que c'est le Star Wars, là, oui, il y a des petites lumières qui allument, puis qui dit combien en prendre, puis dans quel bac le mettre. Mais ça augmente de beaucoup la productivité. Fait qu'on peut passer de peut-être un pic de 100 lignes à l'heure à 200, 300 lignes à l'heure, là. Tu sais, quelque chose qui prenait peut-être 1 heure avant va en prendre 15 minutes avec beaucoup moins d'erreurs, là.
Donc, c'est des gains vraiment directs. Fait que plus le volume est là, plus on va constater l'efficacité. Puis c'est sûr que ça coûte cher, toutes ces technologies-là, mais c'est rentable aussi quand on sait qu'on peut éliminer des erreurs ou qu'on peut baisser la masse salariale aussi, là. Panélistes, pour ceux et celles qui écoutent le balado, qui sont pas trop familiers avec le volet logistique, j'aimerais ça vous entendre sur le concept du min-max, le concept du double casier. Est-ce que vous pourriez comme aider les gens qui n'ont jamais entendu ça? C'est quoi les principes? Pourquoi ça devrait être utilisé? Pourquoi le min-max serait utilisé versus le double casier? Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Je vais me lancer. On va commencer par la base. Double casier, c'est le plus facile à faire. Vous avez une boîte séparée en deux ou que votre consommation, vous avez 50 de votre consommation en avant, 50 de votre consommation en arrière. Quand le premier casier est vide, vous savez que vous devez recommander l'autre 50 c'est automatique. Donc, vous recommandez le deuxième casier. Vous prenez votre produit à l'arrière, vous l'amenez à l'avant, puis vous remplissez l'arrière. Donc, vous avez une rotation de stock qui se fait tout le temps. Donc, c'est la base du deuxième casier. Il y a des casiers RFID, mais il y a des choses ça se fait facile, là. Donc, demain matin, si vous voulez une boîte avec un diviseur dans le milieu, on parle pas de municipalité qui ne vit pas dans Star Wars. Donc, une boîte divisée dans le milieu, divisée en deux dans le milieu. Puis quand vous avez pris le devant est vide, ben ça veut dire que ça vient de lancer le mot « commander ». Donc, vous prenez votre derrière, vous le mettez en avant, puis vous commandez la quantité. S'il y en a 100 dans la boîte, donc il y en a 50-50, vous en commandez 50 pour remplir votre derrière. Il y a des choses qui se font quand même assez facilement qui peuvent de ce bord-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le double casier. Donc ça, Alain, ça aide le first in, first out, ça aide la rotation. Ça aide la rotation des inventaires parce que tu vas toujours apporter ton plus vieux produit à l'avant, puis ton nouveau produit va toujours à l'arrière, donc tu vas faire une rotation de tes stocks. Donc, qui devient facile. Ton min-max, ben, faut ce que j'appelle, moi, dans mon langage, par level. OK? Oui. Majoritairement, tu as un contenant unique, OK? Où tu dis, je devrais en avoir 150. Puis tu regardes dans ta boîte, tu te dis, ben, je pense qu'il en reste 75, donc tu en recommandes 75. Donc, c'est une façon, c'est un double casier, en guillemets, mais mental, que les gens vont utiliser, qui est très simple de ce côté-là. C'est vraiment là que tu vas avoir. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est ce que j'avais implanté dans mon ancienne vie. On n'avait pas le moyen d'avoir du min-max, puis j'avais pas le moyen de me payer un petit carton pour séparer deux boîtes en deux. Je n'étais pas de la municipale. Donc, à partir de là, désolé Maggie. T'étais trop tranquille. T'étais bien trop tranquille. J'étais bien trop tranquille. Ça n'était pas normal. Donc, à partir de là, c'est une façon de le faire. Tu mets des quantités que tu penses avoir dans chacune des boîtes. Tu reconnais tes quantités. Habituellement, tu vas mettre des quantités souvent en multiple de contenants. Tu sais qu'une boîte, ça vient en multiple de 100. Ben, tu vas mettre 200. Donc, quand tu vas te passer rendu une boîte, tu vas mettre ta deuxième boîte dedans. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta deuxième boîte tout de suite, tu l'ouvres par après pour ce que tu vas avoir quand tu en as besoin. Il y a toutes sortes de façons de la travailler qui sont super simples, super faciles à faire et ça fonctionne en tant que tel. C'est sécurisant aussi. C'est une forme sécurisante de contrôle simple qui te permet de t'assurer que tu en as assez, mais que tu n'en as pas trop. Et très visuel. Exact. Quand tu te promènes là, dans Par Level, ce qu'on faisait, nous autres, quand je te disais, on partait deux magasiniers partent ensemble, puis il y en a un qui passe en avant. J'en ai besoin. Il tirait ses boîtes. Je suis correct, je n'ai pas besoin. Puis là, il tirait sur toutes les boîtes en passant. Puis l'autre passait avec son scanner, puis il disait, j'ai besoin, OK, je sais que sa boîte est tirée, c'est à moitié habituellement. Donc, j'ai marqué 100, j'en commande 50. Marqué 75, j'en commande 35. Puis ça se faisait super vite, puis on repoussait, après ça, laissait les boîtes tirées, faisait leur commande, puis quand ils remontaient, les boîtes étaient déjà toutes tirées, ils disaient, ça là va là, ça là va là, ça là va là. Il y a un paquet de trucs, il y a un paquet de façons de faire différemment. Mais ça crée des façons de gagner un certain temps, une certaine efficacité, une certaine façon de faire. De base, c'est de base. Oui, tu peux avoir des robots. Oui, tu peux avoir du RFID. Oui, tu peux avoir des Star Wars. Quand tu as des gros volumes, tu as des grosses affaires, tu as des choses. Puis tu le fais en neuf. Des fois, c'est plus facile quand tu recommences tout en neuf pour le faire à zéro que quand tu commences déjà avec des entrepôts, des garages. Tu sais, comme disait tantôt Maggie, tu ne peux pas dire demain matin, on jette tout ce qui est à la Ville de Montréal puis on recommence à zéro dans une entrepôt centralisée. Là.
c'est pas nécessairement facile. Donc, tu commences, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, qu'est-ce que tu as? Tu travailles, qu'est-ce que tu fonctionnes? Tu améliores ce que tu as tranquillement, pas vite. Puis, à mesure de l'améliorer, ben les gens commencent à avoir confiance, les gens commencent à avoir. Tu embarques dans tes prochains projets. Là. C'est quoi la prochaine étape après ça? Ah oui, c'est ça. Ah, j'embarque, j'ai le fun, ça a marché la dernière étape après. Donc, c'est même qu'on le fait, comme je te dis, au Lakeshore. Étape par étape, étage par étage, tranquillement, les gens. Puis, t'es rendu que c'est plus nous autres. Là. Même la demande t'est rendue trop grande. Il a fallu retarder le monde. Dire, ben, donne-moi, je suis en train de préparer. Là. J'ai un mois. Une semaine pour préparer, 3 semaines de suivi, puis après ça, on passe à la prochaine. Mais c'est vraiment ça. On a créé, il faut que tu crées une confiance dans ce que tu fais en tant que tel. Le principal avantage là, du double casier par rapport au par level, Alain, je pense que c'est le fait de ne pas avoir à compter, justement. 100% d'accord. C'est déjà prédéterminé parce que j'ai déjà vu, il y en a qui comptaient, mais ils comptaient vite. Sauf que, comme je te disais tantôt, c'est que tu arrives, si tu as des bonnes personnes, c'est comme n'importe quoi. Tu as des paresseux qui vont mettre n'importe quoi dans la boîte pour ne pas revenir souvent. Tu as des gens qui vont le faire d'une façon consciencieuse, puis en le regardant la boîte, quand c'est toujours toi qui le fais, tu sais parce que tu es rendu. Tu sais, quand même, tu aurais 50 aiguilles de plus, ça ne changera pas grand-chose. L'important, c'est qu'en bout de ligne, c'est qu'il n'y ait pas 2000 aiguilles quand tu n'as besoin de 100. C'est juste ça la différence. Mais oui, le double casier a l'avantage de devenir... tu n'as pas besoin de te poser de questions. Le derrière, c'est vide. Quand le devant est vide, tu remplis le derrière et tu ne te poses pas de questions. C'est marqué en avant, tu en prends 150. Tu mets 150. Tu n'as plus de dire peut-être. C'est plus rapide un double casier. Puis dépendant de ce que tu fais, mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et l'autre marche pareil. Pas les municipalités là, qui sont vraiment pas Star Wars. Là. Mais le min-max, Alain, c'est plus pour, je vais dire, comme des vis, c'est du vrac. Là, tu ne vas pas commencer à tout calculer combien qu'il y en a pour atteindre ton min. Là. Tu sais à peu près à quel level là, que ça devrait être réapprovisionné, puis tu dumpes le stock. Puis, c'est pas scientifique là, comme approche. Là. Non, c'est pas besoin d'être scientifique, mais quelque part, tu vas quand même prendre le temps de tu ne vas pas te ramasser non plus. Il y a des gens, malheureusement, comme disait un peu Nancy, tu as des gens qui font pas attention, puis ils vont t'en mettre pour 4 ans. Il y a quand même une utilité de prendre le temps de le faire correctement, puis de prendre le temps de conscientiser ces gens-là que tout à un coup, hein, si j'en mets pour 4 ans, ben, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qu'on ne peut pas faire d'autre chose avec. Donc, tout ça, ça fait un cirque qui roule dans ce côté-là. Puis, il faut vraiment le regarder d'une façon, comme on dit, tu peux être très technologique, là, tu peux être très à base. La base de tout ça, c'est de vouloir s'améliorer et d'optimiser ce que tu fais, tout simplement. Puis trouver une nouvelle façon. Puis comme, on va revenir à la base que Nancy a dit, il faut penser en dehors de la boîte des fois quand on commence ça. Il faut prendre le temps de penser en dehors de la boîte, d'où on veut aller, puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour aller là, justement. Puis c'est quoi notre différence de... Surtout les items de faible valeur aussi, là, des trucs que tu veux justement pas compter. Tu as des paquets, puis tu te casses pas la tête. Là, à un moment donné, quand ça coûte trop cher à gérer, il faut trouver une façon rapide d'avoir la sécurité et le bon stock et la quantité acceptable sans tomber dans la survérification et la surgestion d'un produit qui vaut 2 piastres. Là. Donc, ça fait partie des choses intéressantes qu'on peut mettre en place, effectivement. C'est toujours le même principe que j'ai à mes magasiniers. Si tu essaies de sauver en économie, de gérer tellement longtemps, puis ça va te coûter, ça vaut une compresse, ça vaut 50 cents, là, mais tu passes 3 heures à gérer ta compresse de 50 cents, ça vaut pas bien. C'est le même principe pour un approvisionneur. C'est un approvisionneur, il dit « Oh, j'ai sauvé 50 cents, ça t'a pris combien de temps? 4 heures. » Au salaire que tu es payé, je ne suis pas sûr que c'est 50 cents qui est bien. Ça valait la peine, effectivement. Pas sûr que ça valait la peine. C'est là que tu dois le regarder. Globalement, il faut que tu le regardes d'une façon globale. Globalement, c'est là que tu vas regarder ton économie et ton efficacité que tu vas gagner. Si tu regardes d'une façon pointue, c'est vrai que tes rondelles, ils sont. Tu ne gères pas tes rondelles pendant. C'est quand même que tu aurais 195 au lieu de 194, c'est peut-être pas grave. OK? Mais ton moteur, par exemple, si tu en as 3, il faut que tu en aies 3 dans ton garage. Surtout d'en avoir 3 dans ton garage si tu as besoin d'avoir 3. Mais ça, tu ne mettras pas ça en canne-bande. Non? Double casier, un avant, un arrière.
Mesdames et messieurs, avant de vous plonger dans des projets d'automatisation, envisagez la possibilité de confier un mandat à une firme spécialisée détenant l'expertise pour analyser vos besoins et vous faire des recommandations, des solutions adaptées à votre chaîne d'approvisionnement. Et c'est ainsi que se conclut ce premier épisode de la saison 2 de l'Apport collectif. Un immense merci à nos panélistes, Maggie, Alain et Nancy, pour leur générosité, leur expertise et leur réflexion éclairante. Votre apport contribue grandement à la richesse de ce balado. Un remerciement à notre partenaire Chaîne d'approvisionnement Canada ainsi qu'à tous nos partenaires qui ont pour mission de faire avancer la profession. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité et vos commentaires positifs qui nous motivent à contribuer à la valorisation et au développement de la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement et faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit le mois prochain avec Patricia, Antoine et Gabriel où nous aborderons le thème de la corruption, collusion, fraude et trafic d'influence. Thème d'actualité, mais aussi essentiel à comprendre. Encore une fois, merci et à bientôt!